up, I kill any pain. Let me love you. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. From your roommate back in Boulder, we ain't ever getting older. Arabelle FM, ma radio. Arabelle FM, à Bruxelles. Sur le 106.8. On démarre donc votre édition de la rédaction avec un premier grand format consacré à l'avenir politique de la République démocratique du Congo. La RDC a perdu son historique opposant politique, Étienne Tshisekedi, alors que le pays traverse, on le sait, une crise politique majeure, une situation complexe, un avenir assez flou pour cette opposition qui a toujours été organisée autour de la personne de Tshisekedi. Le Congo pourrait-il avancer malgré la crise? Qui pourrait faire face à Joseph Kabila? Pour nous répondre, Axel Fischer, secrétaire général de Justice et Paix, qui travaille notamment sur cette question. Axel Fischer, bonjour. Bonjour et merci de laisser une bonne place au Congo. Je pense que c'est un moment important pour cela. C'est avec plaisir. Alors, première question, Étienne Tshisekedi est mort il y a quelques jours, ici à Bruxelles. Pouvez-vous tout d'abord peut-être dresser le portrait de cet opposant politique qui a marqué plusieurs générations de Congolais? Écoutez, je ne suis pas historienne, mais j'ai envie peut-être de commencer cette interview en donnant deux mots-clés, deux caractéristiques, deux qualificatifs que l'on pourrait donner à Étienne Tshisekedi. D'abord, et vous l'avez mentionné d'une certaine manière, c'était un opposant historique, premier élément, et deuxième élément, c'était un rassembleur. Opposant historique parce que finalement, avec ce personnage, on voit toute l'histoire du Congo et cette histoire complexe et difficile, faite de guerre. On voit cette histoire transiter à travers cette vie incroyable, puisque il a travaillé avec Mobutu et puis contre Mobutu. Il y a eu différentes étapes. Il a été fait emprisonner par Mobutu, mais il a été également un opposant fervent de Laurent Désiré Kabila et puis aujourd'hui de son fils, de Joseph Kabila. Donc un opposant historique, mais également un rassembleur. Et ça, c'est un élément important pour le futur du Congo. Alors, nombreux ont salué la mémoire de cet opposant politique. Un vibrant hommage lui a d'ailleurs été rendu par la diaspora congolaise, ici, à Bruxelles. Une diaspora qui est d'ailleurs venue des quatre coins du pays, mais également, par exemple, de la Grande-Bretagne et même des États-Unis. Question, alors, qui pourrait lui succéder? Félix, son fils, et que laisse-t-il finalement à ses prédécesseurs? Il laisse beaucoup de choses. Il laisse cette capacité que l'opposition a eue grâce à lui de se mettre d'accord, de proposer une sortie de crise au Congo, puisque vous savez qu'en septembre-octobre, il y a eu un premier essai de rassemblement et de négociation entre l'opposition et le pouvoir, que ce n'était pas une négociation très inclusive, vous le savez. Et puis, il a laissé le fait que, en décembre, enfin, avec l'Église catholique autour de la table, comme médiateur, ils ont réussi à se mettre d'accord et ils ont réussi à faire des propositions au parti au pouvoir. Et il faut maintenant, le défi, c'est que ce qu'il a laissé, cette force de l'opposition, finalement, elle puisse continuer malgré son absence. Alors, votre question, qui pourrait lui succéder? Ça, je serais bien en peine de vous le dire. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas à nous, depuis la Belgique, de le faire. Mais c'est un défi. Il va falloir en effet que l'opposition puisse se mettre d'accord pour proposer un Premier ministre et puis pour proposer, quelqu'un qui soit rassembleur et qui puisse mener à bien cette tâche qui lui avait été demandée de suivre ce comité de suivi finalement de la transition. Alors Axel Fischer, on l'a dit, Étienne Tshisekedi est présenté comme un opposant historique. Il a été récemment opposé à Joseph Kabila, mais il était également face à Kabila père, Laurent Désiré Kabila. Il fait donc partie intégrante de l'histoire politique du Congo indépendant. Est-ce que le Congo pourrait avancer sans la présence d'Étienne Tshisekedi? Il faut que le Congo avance sans la présence d'Étienne Tshisekedi. On est bien d'accord que ce décès vient au pire moment qu'il soit, et évidemment, j'espère que personne ne voulait le voir partir, mais il ne devait pas partir maintenant, justement, au moment où on était au moment charnière pour l'histoire congolaise, de voir finalement cette transition politique et cette démocratie s'installer enfin, de pouvoir convaincre M. Kabila de laisser la place, puisqu'il n'est pas constitutionnel qu'il puisse encore rester au pouvoir. Donc il faut que le Congo puisse avancer dans cette voie-là. Alors on l'évoquait en début d'interview, la crise politique que traverse le Congo. Dans les faits, la situation est un peu plus stable aujourd'hui, puisqu'après 3 semaines de négociations, un accord a été trouvé à la fin de l'année 2016 entre Kabila et l'opposition grâce à l'implication de l'Église catholique. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus à ce sujet ?
Eh bien, l'Église s'est montrée un acteur incontournable en politique, tout comme il l'est depuis toujours, en fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours parlé du rôle de l'Église catholique dans la santé, dans l'éducation du Congo, puisque l'État congolais n'arrive pas encore à remplir son devoir vis-à-vis de sa population. Mais ça fait longtemps également que l'Église catholique a un rôle vraiment de rassemblement de la population pour une vision politique au sens noble du terme, vraiment de vie de la société. C'est par exemple l'Église catholique qui a fait en sorte que les précédentes élections, que ce soit en 2006 ou en 2011, que ces élections se fassent de manière la plus transparente possible, qu'il y ait de la population qui surveille, qu'il n'y ait pas de fraude électorale. Il y en a eu, on le sait, mais que la population puisse le dire. Et cette fois-ci, l'Église catholique, on lui a demandé, parce que c'était vraiment une réponse de sa part, et j'ai assisté à de nombreuses réunions, entre autres politiques, ainsi en Belgique, où finalement on leur demandait est-ce que vous seriez prêts de donner un coup de main, justement pour qu'il y ait des acteurs qui soient les plus objectifs possibles, qui n'aient pas d'intérêt personnel dans des prises de pouvoir éventuelles, de pouvoir jouer modérateur et de pouvoir être rassembleur et mettre cette opposition et ce pouvoir en place. Alors Axel Fischer, ce n'est pas la première fois que des évêques interviennent pour la résolution des conflits politiques. Ce fut le cas par exemple des États-Unis et de Cuba. Pourquoi l'Église catholique s'investit-elle, j'y arrive, sur ces enjeux et en particulier en République démocratique du Congo? La question est assez simple parce que le défi c'est la paix. C'est-à-dire que les évêques congolais se rendent compte à quel point la vie politique centrale au Congo, pour tout Congolais, et regardez à quel point la politique est importante pour la diaspora d'Afrique centrale d'ailleurs, parce que quand on parle du Congo, on peut pas ne pas parler du Burundi et du Rwanda voisin, mais à quel point la politique est centrale pour les Congolais. Cette fois-ci, les prochaines élections présidentielles qu'on espère en décembre de cette année, ça sera la première fois que les membres de la diaspora pourront élire leur président. C'est vraiment important. Et les évêques congolais se sont rendus compte à quel point si la démocratie n'est pas respectée, si les droits de l'homme ne sont pas respectés, la population va sortir dans la rue. Et la population est fatiguée de se sentir malmenée, de sentir que ses droits ne sont pas respectés. Et une population fatiguée, une population frustrée, ça peut être dangereux parce qu'à un moment donné, ce ras-le-bol peut se faire sentir avec les armes. Et donc, ils veulent à tout prix qu'il y ait une reprise de la guerre. Donc, c'est quand même une force incroyable que revêt l'Église catholique au sein de tous ces pays en Afrique centrale. Vu de Belgique, ça paraît un peu spécial, mais que l'Église ait autant de pouvoir au point même de mettre autour de la table des opposants et le pouvoir en place, c'est quand même assez important. Vu de Belgique, quand je vois les conversations que nous avons eues avec la société civile belge, avec les diasporas, avec les responsables politiques belges et européens, eh bien, ce n'est pas si étonnant, puisque ici même, les observateurs estiment que c'est le rôle de l'Église là-bas et savent que c'est une donnée de fait, l'Église est incontournable. Alors la Belgique reste liée d'une certaine manière au Congo. Vous estimez au sein de Justice et Paix que notre pays a le devoir de s'intéresser à ce qui se passe en RDC. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord pour une question d'universalité des droits humains, si je peux le dire comme ça. On est en effet lié au Congo de par ce passé colonial, c'est un fait. Donc on a un lien historique. Mais ce n'est pas uniquement ce lien historique qui fait qu'on est lié au Congo. On est lié au Congo par... si je peux dire, par fraternité, par humanité. Et donc c'est important que nous puissions dire stop quand il y a un non-respect des droits humains, un non-respect, ça vous intéresse tout particulièrement ici, mais des journalistes, quand l'opinion publique n'est pas libre, c'est grave, c'est vraiment une marche arrière dans un essai de démocratie, c'est très grave. Et puis ensuite, par ce passé colonial, on a, comme on le disait tout à l'heure, énormément de personnes qui se sentent liées de cœur, mais liées de sang au Congo. Et donc, par respect pour cette diaspora congolaise, par finalement nos voisins, il faut absolument qu'on s'y intéresse. Et on a une responsabilité de citoyens, mais aussi de politique. Alors, que la Belgique réagisse, c'est une bonne chose, mais on sait que lors des conflits récents au Congo ou au Burundi notamment, la Belgique a eu du mal à prendre position très clairement. On a attendu un peu que le conflit avance, entre guillemets, pour clairement réagir et prendre position pour la paix ou pas d'ailleurs. C'est un peu contradictoire de la part de la Belgique. Alors, pour prendre l'exemple du Burundi, par exemple, c'est vrai que ça a été une réponse tardive, une réaction tardive.
Néanmoins, la réponse politique a été forte quand même. Hein. Ça a été, on a mis en place un système de conditionnalité. On a quand même eu une force de dialogue, mais aussi de revendication politique qui a été plus forte. C'est vrai que certains de nos ministres ont parfois peur de se voir accusés d'ingérence, mais ça c'est toute la question que l'on doit se poser. Est-ce qu'on parle d'ingérence ou d'universalité des droits humains, comme je disais tout à l'heure? Axel Fischer, alors que peut-on faire pour appuyer ce processus démocratique en cours? Concrètement, comment la Belgique peut apporter sa pierre à l'édifice sans faire preuve de paternalisme? Plusieurs choses. Je pense, premier élément, et je vous remercie parce que vous êtes clé là-dedans, il faut que l'opinion publique se soucie du Congo. Combien de fois je me fais interpeller par des collègues congolais qui me disent mais comment ça se fait que vous parlez si peu du Congo? Alors évidemment, on sait que l'actualité est l'actualité et que quand la Syrie vient sur le devant de la scène, c'est normal qu'on parle de la Syrie. Mais s'il vous plaît, n'oublions pas le Congo. Premier élément, c'est important parce que c'est évidemment le citoyen et sa force de persuasion qui va faire en sorte que les politiques continuent à s'occuper du Congo. Premier élément. Deuxième élément, eh bien on le disait, donc cette force diplomatique du Congo, de la Belgique vis-à-vis du Congo, c'est important de pouvoir montrer qu'on est toujours là et qu'on est attentif à ce qui s'y passe et mettre des conditions de la part de cette communauté internationale. Troisième élément, c'est un élément économique. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte que s'il n'y a pas un appui de la part de la communauté internationale, et la Belgique n'est pas un si petit pays que ça, et la Belgique a un rôle important à jouer, entre autres au niveau des instances européennes, s'il n'y a pas un appui économique, ces élections n'auront pas lieu. Et ce n'est pas un mois avant des élections potentielles, c'est-à-dire au mois de novembre, pour le mois de décembre, qu'on décide s'il y aura un appui économique. Ça se décide maintenant. Et un appui économique, je dirais, pour de l'observation électorale, mais aussi pour de l'éducation civique. C'est maintenant que des acteurs comme l'Église catholique, mais pas que eux, c'est maintenant qu'ils sont en train de travailler avec la population pour que la population puisse continuer à avoir cette attention politique, mais sans dériver dans la violence. C'est maintenant que ça se joue. Alors peut-être pour conclure, Axel Fischer, quels sont les défis qui attendent finalement la République démocratique du Congo d'ici décembre 2017, à savoir la date des prochaines élections, si la date ne change pas d'ici là d'ailleurs? Un premier défi, il est politique, puisque en fait, au retour de... Donc les évêques étaient à Genève pour quelques jours. Les évêques, à un moment donné, ont mis l'opposition et le pouvoir en place devant leurs responsabilités en leur disant maintenant on part quelques jours et vous vous mettez d'accord et à notre retour il faut qu'il y ait des propositions un peu plus constructives et qu'on sorte des intérêts personnels, si je peux dire ça comme ça. Donc le premier élément, il est à très court terme, c'est que les négociations puissent en effet reprendre et que, en effet, comme on l'a dit en tout début d'interview, que le décès d'Étienne Tshisekedi quelque part puisse être plutôt une inspiration plutôt qu'un frein. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dans les semaines qui viennent, c'est mettre en place tout cet accord, faire en sorte qu'en effet, on ne continue pas à jouer la montre et à retarder le processus, qu'on puisse nommer un Premier ministre, que ce Premier ministre ait la confiance, que ce Premier ministre puisse avoir la confiance de l'opposition dont il sort, mais également du parti en place. Et puis, un élément très important, c'est la CENI, donc cette commission électorale nationale indépendante, pour l'instant, qui ne fonctionne pas de manière optimale. Il faut vraiment revitaliser, il faut vraiment qu'elle puisse fonctionner, reprendre son rôle indépendant pour que les élections puissent en effet avoir lieu. Et du coup, répondre à tous les défis techniques aussi. Voilà, c'était la conclusion d'Axel Fischer, secrétaire général de Justice et Paix. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure pour notre deuxième grand format consacré au partenariat de l'édition de la rédaction. Aujourd'hui, c'est au tour de Pax Christi, Wallonie-Bruxelles, et notre invité Egar Schotz pour nous parler de l'importation du conflit israélo-palestinien tout à l'heure. Arabelle FM, à Bruxelles, sur le 106.8. Arabelle FM. Investir dans l'immobilier au Maroc, c'est bien. À Tanger, c'est encore mieux. Mais est-ce que vous avez pensé à votre partenaire immobilier? Elasri Immobilier vous propose ses résidences au standing, au centre-ville de Tanger et à Malabata, vue mer avec une piscine. Elasri Immobilier, le sérieux belge, la passion marocaine. Téléphone 0484 02 66 67. Ouh là là, qu'elle est bonne, qu'elle est délicieuse.
Comment ça quoi? La seule, l'unique, l'originale, la pizza de Royal Pizza. Royal Pizza, c'est 16 ans d'expérience au service de vos papilles. Chez Royal Pizza, chaque pizza est différente. Chaque pizza a son identité gustative pour continuer à vous surprendre. Pour mieux vous servir, Royal Pizza vous attend dans l'un de ses 6 magasins à Bruxelles. Alors qu'attendez-vous pour venir déguster l'une de nos succulentes pizzas? Royal Pizza à Bruxelles, sur place ou à emporter, la seule, l'unique, l'originale. Et sur www